Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. À la télévision, vous avez mis des coupables en prison. Dans la vie, vous n'avez jamais cessé de jouer la carte de la liberté d'expression verbale, cinématographique et théâtrale. Vous n'avez jamais hésité à prendre des risques. Le prochain, raconter un siècle en 70 minutes. Bonjour Corinne Touzé. Bonjour Jacques. Et vous étiez venu tout au début des clés d'une vie. Je crois qu'on était à la 150e émission, on est à la 1194e. Donc j'ai pu le temps a passé donc. Oui, vous ne le faites pas. Et donc vous revenez au théâtre à Avignon, on va en parler, au Chien qui fume, avec un spectacle étonnant, oui. Tout à fait surprenant, mis en scène par Virginie Lemoine. Et puis le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des clés. Donc j'en ai trouvé des nouvelles. D'accord. Car vous avez un parcours très chargé. Alors, première date, 27 octobre 2004, sortie de ce film. Voilà, partie pour la Martinique à la rencontre d'une grand-mère que je ne connais même pas. Oui. Un parfum de Caraïbes. Parfum de Caraïbes. Alors, c'est une femme qui se rend à la Martinique afin de répondre à l'appel de sa grand-mère dont elle ignorait l'existence. Et ce film, pour vous, c'est quelque chose d'important parce que vous l'avez dédié à votre grand-mère paternelle. Absolument. Comment vous savez ça? Vous avez vu le générique? Je me suis débrouillé, oui. À ma mamie, et je l'ai mis à la fin, je trouve ça joli parce que c'était écrit de façon manuscrite. Oui, alors en fait, ma grand-mère est antillaise, mon père est métis et moi je suis carteronne. Donc j'y suis allée très tard, j'y suis allée à 33 ans. Donc vous voyez, il a fallu attendre toutes ces années. Et ce tournage a été très important pour moi parce que c'est un film que j'ai produit, que j'ai fait écrire. Et j'avais besoin d'avoir une grand-mère qui me rappelait la mienne. Et j'ai fait un casting très très long et j'ai engagé Joby Valente. Joby Valente qui est une chanteuse antillaise, très connue sur l'île, et qui n'avait jamais joué de sa vie, qui n'était pas comédienne. Et ce film a été pour moi l'occasion parce que ce n'est pas anecdotique, je vais faire court, mais c'est important dans notre vie à tous. Un jour sur le tournage est arrivée une femme qui était le sosie de ma grand-mère. Mon cœur s'est arrêté, il devait être 19h, et j'apprends que c'est la demi-sœur de mamie, donc une partie de la famille dont j'ignorais totalement l'existence. Et ce jour-là, cette femme qui m'attend jusqu'à la fin du tournage me dit « il faut que tu saches que nous sommes 5 ». D'accord. Donc, il n'y en avait pas une, il y en avait 5. Et moi, je découvre une partie d'une famille que je connaissais peu, vous voyez, et ça a commencé comme ça. L'histoire a commencé comme ça. Oui, ce film a beaucoup de résonance pour moi. Et il y a une chanson qui doit vous parler, une chanson reprise par Henri Salvador. Adieu, Poula. Là, adieu, Adieu, Madras. Adieu, Mador. Adieu, collier. Une des premières chansons d'Henri Salvador que vous connaissez? Oui. Oui, parce que ma grand-mère et ma tante la chantaient souvent. On m'avait cueilli là, parce que je m'y attendais pas du tout. Et c'est une chanson qui date de 1770, Ah oui. qui aurait été écrite par un certain François-Claude de Bouille, qui était le cousin du marquis de Lafayette, Ah oui. et qui a été gouverneur de la Guadeloupe. Et la chanson est ensuite passée à la Martinique avec d'autres paroles. Elle s'appelait au départ Les adieux d'une créole. Ah oui, ah, c'est joli, bravo, merci. Et c'est vrai que vous êtes donc très très lié aux Antilles, à la Martinique. Alors ça a été tard, c'est ça, c'est la frustration, mais c'est intéressant aussi. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont découvert leurs racines sur le tard. En plus, c'était compliqué parce que maman est d'origine italienne, donc pareil avec un arrière-grand-père que je n'ai pas connu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc oui, ça a été un chemin comme ça un petit peu chaotique. Mais ce qui est joli, c'est que quand j'ai eu ma fille, je l'ai emmenée là-bas avec son papa et on a découvert l'île ensemble. Et c'était bien parce que en fait, je la découvrais avec des yeux complètement neufs, vous voyez. Alors votre grand-père, justement, il était originaire des Pouilles en Italie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une danse qui est originaire des Pouilles, qui est le symbole de cette région. Vous savez la tarentelle, telle qu'on la dansait autrefois. Moi je vous montrerai celle que demain l'on dansera. La tarentelle d'Yves Duteil, il se trouve que la tarentelle est une danse très rapide, qui était censée posséder une vertu thérapeutique et guérir les personnes mordues par des tarentules. C'est pas vrai? Oui. Et ça vient des Pouilles. Incroyable. C'est fou, hein? Merci, j'adore. Alors, votre père, lui, est métis. Je crois qu'il est né en Charente-Maritime. Ça n'a rien à voir. Absolument, à côté de La Rochelle, oui. Et vous êtes né à Orthez. Oui, dans le sud-ouest. Et vous avez grandi à Boulogne-sur-Mer. Oui, c'est original. Comment ça se fait? Parce que papa, j'étais un peu un accident de parcours, donc mes parents m'ont eu à 18 ans, c'était deux enfants.
Donc leur vie a été entièrement chamboulée. Mon père a cherché des petits boulots à droite à gauche, puis de fil en aiguille, il est devenu vendeur dans un magasin de meubles, et puis de fil en aiguille, il a ouvert des magasins un peu partout comme ça, et nous le suivions, maman et moi, et on est passé de Compiègne à Boulogne-sur-Mer, à Amiens. Enfin voilà, j'ai beaucoup changé d'école en fait. Et le Pas-de-Calais a été la partie, disons, la plus importante, puisque c'était celle de mon adolescence. Donc c'est la région où j'ai vécu mon adolescence. Puis ensuite, mes parents se sont séparés et nous sommes partis à Aix-en-Provence avec ma maman. Voilà. Et il se trouve ensuite que vous avez voyagé, puisque après le bac, vous avez essayé de partir sac au dos aux États-Unis et au Canada. Oui. Corinne Touzet. Oui, je suis partie, oui. J'avais besoin de partir, je crois. J'avais besoin de faire le point, de savoir un peu où j'en étais. Mes parents n'étaient plus ensemble. Je crois que j'étais un peu paumée. Et en fait, j'avais ça en moi, les voyages. Je voyage tout le temps. J'ai mon sac tout le temps. J'adore marcher, j'adore rencontrer des gens que je connais pas, des pays que je connais pas. J'ai qu'une envie, c'est de partir tout le temps, quoi. C'est un truc, c'est viscéral en moi. Donc là, j'avais 17 ans, c'était un peu dangereux quand même. Mais... Oui, mais en même temps, c'était moins dangereux qu'aujourd'hui. Ah, c'était moins dangereux qu'aujourd'hui. Bon, j'ai eu un ou deux pépins, mais je m'en suis bien sortie. J'ai fait le tour du Canada entièrement, le tour des États-Unis entièrement. J'ai fait du stop à des heures indues, mais c'est vrai que c'était moins dangereux que maintenant, je pense, oui. Et ça vous a appris beaucoup de choses? Oui, ça m'a appris d'abord à avoir davantage confiance en moi, en mon instinct. Ça m'a donné l'envie de repartir, souvent. Et ça m'a donné, c'est un truc qui m'a jamais lâché, qui ne me lâchera jamais. C'est pour ça que je dis toujours que je vieillirai très tard. C'est que j'ai le goût des autres. C'est-à-dire, j'ai le goût des rencontres. J'ai le goût d'aller à la rencontre de gens voilà, qui ne s'attendent pas à rencontrer des étrangers, à découvrir leur façon de vivre. J'aurais adoré, vous savez, il y avait un concept que j'avais trouvé formidablement original. C'est Gérard Klein qui l'avait créé. À l'époque, je sais pas l'année, mais ça doit être très vieux. Il partait à cheval en province, à la rencontre des gens dans la montagne, dans les campagnes les plus reculées. Il arrivait à cheval. Et je trouvais cette idée géniale. Et c'était très avant-gardiste quand même pour l'époque. Et c'était presque des documentaires. En fait, il toquait à la porte des gens. Bonjour, je suis Gérard Klein. À l'époque, il était à RTL, donc il était très célèbre. Et ça s'appelait Va savoir ou quelque chose comme ça. Et c'était dans les années 90. 90, voilà. Et ça a très bien marché pendant 10 ans. Et ça, c'est un concept. Moi, j'adorerais faire ça. J'adorerais faire ça, arriver à pied avec mon sac, mon bâton, marcher dans la montagne, taper, rencontrer des bergers. C'est un truc qui me plairait, ouais. Vous devriez en parler à Gérard Klein, puisqu'il vit aujourd'hui en Auvergne. On a reçu dernièrement, parce qu'il vient de faire un disque et un livre. C'est vrai. Il est en pleine forme. Très bien, mais tant mieux. Alors, il y a eu ensuite Aix-en-Provence, vous en parliez. Vous avez fait des études très particulières, c'est à la fois les lettres et le théâtre. Absolument. Oui, parce que alors j'ai fait les lettres, je crois, parce que j'adore ça, bien entendu, mais c'était un petit peu, je crois, pour rassurer mes parents. J'ai dévié un peu parce que j'avais découvert le théâtre au lycée, et donc j'ai fait une formation qui s'appelle le LIFCA, Institut de formation pour comédiens animateurs. Je pense que ça n'existe plus, mais c'était passionnant, puisque nous apprenions à la fois la création d'un spectacle, c'est-à-dire l'apprentissage, les costumes, la couture, la création des décors, la lecture et le métier d'acteur. Donc sur des ateliers, avec des rencontres avec des professionnels. C'est comme ça. Pour la première fois, j'ai croisé Jérôme Savary, qui était venu faire un atelier à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait du théâtre amateur. Enfin, j'ai démarré avec vraiment une main devant, une main derrière, mais j'ai démarré comme ça. Oui. Et puis, il y a quelque chose qui vous passionnait et qui est symbolisé par un générique célèbre. La piste aux étoiles. Roger Lanzac. Et Gilles Margaritis. Oui. Et il y a une chose qu'on ne sait pas sur Gilles Margaritis, c'est qu'en fait, il a démarré comme réalisateur. Et qu'est-ce qu'il a fait comme première réalisation? La première étape du Tour de France 48 à la télévision. C'est pas vrai. Oui. Incroyable. Avec Claude Barma, aussi, qui a fait plus tard Belphégor. Que j'ai bien connu. Voilà. Oui. Et c'est vrai que le cirque, ça a été une autre passion. Oui. C'était la passion des débuts, et je l'ai toujours parce que j'y vais beaucoup. Je suis très proche très copine, pardonnez-moi, avec Alexis Grus. Oui. Bon, j'admire le travail vraiment. Je vais voir chaque spectacle. J'adore cette famille, et j'y vais à l'étranger aussi. Je vais en Italie beaucoup. J'ai été voir des cirques un peu partout dans le monde. C'est une passion. Je sais pas. C'est comme un rêve d'enfant. Ça me fait rêver. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. J'ai des étoiles dans les yeux. Et donc j'étais clown. Oui, j'ai démarré comme ça dans la rue. Je fais du théâtre de rue en fait. Et du théâtre de rue dans Paris. À Aix-en-Provence. J'étais à Aix. Oui. Parce qu'à l'époque, on faisait du théâtre de rue à
Beaubourg quand ça a Ah été oui, créé. non, mais ça, non. Il y en avait partout, mais Ouais. Aix-en-Provence, c'était plutôt rare. Et c'est vrai que vous auriez pu entrer dans une école de cirque Oui. comme celle d'Annie Fratelli. J'aurais pu. Alors, je les ai connus, bien entendu, je les ai croisés, j'ai admiré leur travail, j'ai rencontré leurs élèves aussi. Et quand je suis arrivée à Paris, comme la seule chose que je savais faire, c'était le clown, je suis rentrée dans une petite école qui s'appelait le Thaï Théâtre, qui était tenue par Alain Hillel. Et qui m'a proposé d'être prof de clown. Et ce qui est très mignon, et vous voyez, je m'attendais pas à ce que vous me parliez de ça, il y a 2-3 jours, j'ai reçu un message sur LinkedIn, qui est un réseau social, d'un monsieur qui me dit « J'ai été un de vos élèves ». Donc ça remonte à il y a 40 ans, quoi. Et ça m'a touchée. C'est quelqu'un qui, voilà, il m'a dit « J'adorais vos cours ». Et voilà, j'ai démarré comme ça, j'avais 21 ans, vous voyez, donc. Et vous pensiez devenir comédienne, Corinne Touzé? Pas du tout. Pas du tout. C'est le hasard. J'ai Ouais. rencontré Marion Sarraud va à en la parler. SFP. Voilà. Mais surtout, c'est pas un métier qui vous attire? Pas du tout. Vous vouliez voyager? Oui, oui, je voulais être interprète, puisque je parlais 3 langues. J'ai trouvé que c'était assez facile pour moi. Je savais pas faire grand-chose d'autre à l'école que la philo, le français et les langues. Et je m'en suis sortie, j'ai eu mon bac comme ça, parce que l'histoire, la géo, tout ça, la science, tout ça, ça me dépassait. Alors les maths, je vous en parle même pas. Je crois que j'ai eu 2,5 en maths au quand même. baccalauréat. L'examinateur a dit bon, bah, parce que je vois que vous faites des efforts. Et en espagnol, j'ai eu 18, en anglais, j'ai eu 19,5. Enfin bon, voilà. Et du coup, je m'étais dit, je vais faire ça, parce que ça me permettra de voyager. Ouais. Et puis le théâtre est passé par là, mais c'était encore une fois quelque chose de lointain. Vous voyez, puis en plus, nous étions d'un milieu très modeste, donc je voyais pas du tout comment. Puis mes parents, enfin, je n'y connaissais rien, moi non plus, je connaissais personne. Donc voilà, c'est la vie. La vie, des fois, elle vous fait des clins d'œil, quoi. Eh oui, vous êtes devenu interprète d'une autre façon. On va en parler avec une autre date, le 17 mars 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Corinne Touzé. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Corinne Touzé. Nous parlerons tout à l'heure de ce festival d'Avignon où vous allez jouer une brève histoire du XXe siècle en 70 minutes, une performance. et on revient à votre parcours, donc vos débuts d'interprète, mais c'était pas ce qu'il vous fallait. Et puis j'ai trouvé une date. Alors c'est votre première télé discrète. J'ai trouvé une date. C'est bien avant les feuilletons, le 17 mars 1984. Champs-Élysées. Ah, Vous êtes dans la salle. ah, j'ai tourné avant, hein. Oui, Mais je c'est sais, pas- d'accord. Je sais, mais, Ok. mais sauf, si je trouvais cette idée, que alors que vous commencez à tourner, vous êtes seulement dans la salle et Michel Drucker vous dit bonjour. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, bah alors j'ai Alzheimer, ça s'arrange. Ah, bah d'accord, ok. Et c'était à l'occasion d'une émission consacrée à cet artiste. Ah, c'était Roger. Non, Barbara Streisand. C'est vrai. Mon Dieu, mais comment vous avez su ça? Mais c'est incroyable. Voilà. Elle chantait, Ouais. elle était venue là pour la Ah sortie oui. du film Yentl. Oui, Et puis vous êtes dans la salle, Oui. ce qui m'a surpris quand même. oui. Et il vous dit bonjour, vous vous faites applaudir, et Ouais. puis il n'y a pas d'interview. Oui, je sais pas ce qui s'est passé, ne me demandez pas, j'ai oublié, je ne sais pas du tout. Voilà. En tout cas, ce film Yentl, c'était effectivement un grand succès. Et elle avait tourné Une étoile est née, A Star is Born. Et au départ, elle voulait Elvis Presley comme partenaire. C'est pas vrai. Et puis, il était très malade, ça s'est pas fait. Ah oui, Ouais, c'est la vraie histoire incroyable. de ce film. Ah oui. Alors, vous, en revanche, la télé, vous en avez fait avant, bien sûr, Ouais. avec ce feuilleton. Je croyais que c'était ça. C'est beau, les génériques étaient magnifiques. Marianne, Une étoile pour Napoléon. Ce sont vos vrais débuts à la Ah oui. télévision, Corinne Oui. Touzé. Oui, j'avais jamais vu une caméra de ma vie. Donc, j'étais vraiment... Alors, c'est drôle parce que c'était donc... 1, 2, 3. Marion Sarraud qui réalisait. On tournait comme Les Rois Maudits, que je vais pas vous expliquer à vous ce que sont Les Rois Maudits, donc avec 5 caméras sur le plateau. C'était presque du direct. On avait des plans séquences des fois de 8 minutes. Hein. C'était du théâtre, hein. C'était de la télé théâtralisée. Et Marion, elle sortait des Maritis Gilbert Carpentier, donc elle était là avec son énergie, etc. Et bon, j'ai passé toutes les auditions de la Terre. Finalement, c'est moi qui les ont pris. Mais j'étais, mais comment, fragile. J'étais pas dégrossie. Donc et en fait, ça a été extraordinaire. C'était le meilleur apprentissage qui soit. C'est-à-dire que j'ai appris sur le tas tous les plans, toutes les scènes. On s'asseyait autour du combo et on regardait ce qu'on venait de faire. Ça, c'est génial. C'est le meilleur apprentissage qui soit parce que vous vous voyez avec tous vos défauts. Donc, vous corrigez le tir au plan d'après. Et j'ai appris comme ça. Sauf la chance que j'ai eue, c'est que j'ai tourné 7 mois. J'avais le rôle principal. C'était un feuilleton fleuve. Et cette histoire,
j'ai eu de la chance, je touche du bois, je suis très superstitieuse, c'est que ça a été diffusé à 13h35 tous les jours sur France 2, après le journal télévisé, et on a fait un carton. Oui, parce qu'à l'époque, c'était Henri Spad qui avait lancé ça. Il y avait des Absolument. feuilletons à 13h30. Ça s'appelait l'espadrille. On appelait ça l'espadrille. Il y avait eu José Dayan a commencé comme ça. Bien sûr. Elle avait fait Catherine, un feuilleton pareil, en costume aussi, que j'ai tourné aussi. J'avais fait un guest après. Moi, j'ai connu, voilà, j'ai l'impression d'avoir 250 ans, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, on tourne des plans en quelques minutes. Ouais. C'était le premier feuilleton où il fallait tourner très vite. Absolument. Mais c'était passionnant, hein. Pour quelqu'un qui venait de la scène, parce que moi, après, j'avais fait du théâtre amateur, j'avais joué dans des spectacles à droite à gauche, j'ai joué les femmes savantes, des choses comme ça. Et c'était merveilleux parce que finalement, on les oubliait complètement, les cadreurs. Le plateau était immense. C'était un plateau comme un plateau un vrai plateau de studio, comme à Épinay-sur-Seine, quoi. C'était vraiment magnifique. Il y avait beaucoup de moyens. Je me souviens très bien parce que, premier rôle, hein, inconnu mais total, j'avais 52 robes. Donc c'est pour vous dire, ça m'a marqué. Elles avaient toutes été faites sur mesure parce qu'à la SFP, oui, rue des Alouettes, il y avait un étage entier consacré aux costumes et aux chapeaux. Il y avait 17 000 costumes. Ah, c'était un souvenir extraordinaire, extraordinaire. Et vous étiez arrivé au casting par hasard? Par hasard. Vous savez l'histoire. Vous voulez que je la raconte? Ah oui. Donc l'histoire, c'est que j'avais pris une petite chambre à Ménilmontant, que j'avais pas un rond parce que mes parents ne m'ont pas aidée. Donc je suis partie une main devant, une main derrière avec ma valise. Et il y a des moments où c'était compliqué, je trouvais pas de travail. Et donc on m'a dit va vers la rue des Alouettes dans le 19e, il y a un studio. Des fois ils prennent des figurants. Donc j'en étais là, quoi. Et quand je suis arrivée au café qui était en face de la SFP, juste en face, il y avait un grand café. La première personne que j'ai vue, c'était Jean-Claude Drouot. Et moi, Jean-Claude Drouot, gamine, en noir et blanc, la télé des parents, elle était en noir et blanc, c'était Thierry Lafronde, quoi. Oui. J'arrive, je vois Thierry Lafronde, quoi, vraiment. Et là, je bégaye quelque chose, je ne sais pas quoi. Il était accoudé au bar. Et il allait travailler, en fait. Et puis bon, je devais pas être trop moche, il était très beau. Donc du coup, on a parlé. Et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, je cherche du travail, si jamais vous... Voilà. Et il m'a expliqué, il m'a dit, il y a une femme qui s'appelle Jeanne Tanto qui a un fichier, donc il faut que tu y ailles, il faut que tu te présentes, il faut que tu fasses des photos. Ce que j'ai fait. J'ai fait des photos, je suis allée voir cette femme qui est devenue une amie parce que j'ai beaucoup tourné grâce à elle après. Et ça, voilà, j'ai fait de la télé comme ça par hasard, quoi. Et il se trouve que Marianne, une toile pour Napoléon, c'était au départ un roman de Juliette Benzoni. Absolument. Qui elle aussi a commencé par hasard. Il y avait eu Angélique Marquise des Gens. Absolument. On lui dit, écrivez quelque chose dans le même genre. Ouais. Elle a écrit quelques pages et c'est directement parti dans France Soir et c'est devenu un immense succès. Énorme. C'est quelqu'un qui était très connu, Juliette. Oui, Vous l'avez tout à fait. rencontrée? Bien sûr, elle était sur le plateau avec nous, bien sûr, bien sûr. C'est une vieille dame jusqu'au bout qui a travaillé jusqu'au bout Oui. et avec passion. Oui. Alors, vous avez fait ensuite plein de feuilletons, plein de choses. Alors, en star ou en guest, il y a notamment, vous avez eu la chance de tourner Corinne Touzet avec Daniel Darieux. Oh là là, oui, ça c'est un souvenir inoubliable. J'avais deux monstres. J'avais George Wilson et Daniel Darieux et Gérard Klein, d'ailleurs. On était tous les quatre ensemble, on était à Lyon. Bonjour maître, ça Ouais, s'appelait. absolument. Alors j'étais très impressionnée non pas par Daniel, mais par George Wilson, parce que comme vous avez dû le rencontrer, il était très impressionnant, et particulièrement avec les femmes. Stature, c'était un ogre comme ça. Oui, Daniel Darieux, ça a été une de mes grandes fiertés, vraiment, de travailler avec elle. Et cette femme a travaillé de 13 ans à 90 ans. Oui. Et quand elle est née, sa mère avait vu une voyante qui avait dit c'est absolument invraisemblable, on voit son visage un peu partout dans le monde. Ah oui? C'est étonnant, hein? Ah oui? Ouais. Ah, je savais pas. Puis il y a un feuilleton qui a disparu, mais je vous ai vu sur l'INA, c'est La Force du Destin. Alors, je m'en souviens pas de Vous êtes, celui-là. une tête d'affiche aussi de ce feuilleton, on l'a totalement oublié. Ah oui, je me un souviens feuilleton pas. en 10 C'est pas avec épisodes. Bernard Desrand? C'est ça. Ah oui. Et je m'en Bernard souviens Lecoq, il pas. me semble. Ah, c'est possible. Ouais. Et c'est- Je l'ai oublié. Totalement oublié Ah oui, aujourd'hui. Voilà. même moi, je l'avais oublié, c'est grave. Et puis il y a le cinéma, parce que Roger Hanin vous avez permis de démarrer au cinéma, ce que vous n'attendiez pas non plus. Non, Corinne non, Touzet. pas du tout, pas du tout. Roger, c'était la rumba, donc c'était Lino Ventura, Nils Arestrup, Michel Piccoli. J'avais 2 scènes avec Michel Piccoli. C'était un moment important parce que c'était un premier tournage avec des gens aussi connus. J'étais très impressionnée. C'était à Épinay-sur-Seine, c'était un vrai studio. C'est comme ça que j'ai croisé pour la première fois de ma vie Alain Delon, Oui. parce il tournait quelque chose là, je me souviens plus quoi. Et voilà, c'est des beaux souvenirs. Hein, vous parlez de choses.
Et Lino Ventura, en fait, qui jouait le rôle d'un caïd, c'est son Ouais. dernier rôle au cinéma. C'est vrai. Puisqu'il nous a quittés 8 C'est mois son plus tard. dernier film, absolument. Oui. Alors que vous ne pensiez pas devenir comédienne, vous n'arrêtez pas à cette époque-là. Oui, c'est vrai. Vous passez d'un rôle à l'autre, d'un feuilleton. Mais c'était des petits rôles, hein, c'était pas. Mais à mais- la télé, ça marchait très bien. Oui, oui. Et à chaque fois, on pouvait passer d'un personnage à l'autre sans être catalogué. Oui, Ça, c'est rare aussi. oui. Mais c'était notre époque. Hein. Et alors, il y a eu aussi justement une série qui s'appelait Hôtel de police, Oui. qui vous a marqué. Corinne Ah oui, Touzet. c'était un super boulot. Ça, c'était Claude Barrois. Vous avez Ouais. connu Claude Oui, bien Barrois. sûr. C'est un grand auteur. Et qui coécrivait? Est-ce qu'il a ça sur ses fiches? Non. Si je vous dis Bernard Griden, Ah oui, c'est qui Bernard Griden? je ne sais pas. C'est un pseudo. Oui, C'est qui qu'il y a derrière? il faut y avoir derrière les Bernard Kouchner. Et je sais pourquoi. Ah. Parce qu'il avait fait Médecin de nuit. Ouais. Et que Médecin de nuit Ouais. avait. Et finalement, Hôtel des polices, c'était le. Ah, la je suis suite. contente, je l'ai collé, Oui, oui. je l'ai collé. Non, C'est j'aurais très dû- dur de le coller, Jacques. J'ai failli y penser parce que finalement, Hôtel de police, c'est la version police de Médecin de nuit avec le quotidien de 3 inspecteurs. Absolument. C'était super parce que c'était rare. C'était la première fois qu'il y avait une femme flic à l'époque. Mais oui. C'était très tôt, hein, quand même. Bien sûr. Et j'avais un super rôle. Et c'est un rôle qui m'a marqué parce que, vous voyez, c'est intéressant qu'on parle de ça, surtout que ça, en ce moment. On parle beaucoup des drogues, vous savez, que les jeunes femmes sont droguées dans les discothèques, dans les bars et tout ça. Dans un des épisodes, donc c'est parce qu'il était médecin, il avait écrit ça, c'était le benzodiazépine. Je me souviens encore, vous voyez, 40 ans plus tard, de ce mot, parce qu'il a fallu que j'avais du mal à le dire, donc je l'avais appris par cœur. Donc c'est cette drogue qu'on met dans les verres, et donc tout un épisode. On me voyait, j'avais adoré ce film parce qu'on me voyait arriver avec ma valise à la gare du Nord, qui n'était pas donc celle à laquelle j'étais arrivée, qui était la gare de Lyon. Et quelqu'un la suivait, elle l'endormait et elle se faisait violer. Et donc, les flics arrivaient évidemment au bon moment. Et c'était mon partenaire, Yves Pignot, Oui. qui est devenu plus tard le directeur du TBB à Boulogne-Billancourt, et Olivier Granier. Et voilà, on était 3. Mais c'était c'est un super feuilleton. C'était France Télé. Oui. Non, c'était Antenne 2. Oui, exactement. Oui. Mais il y en a eu d'autres ensuite. Et puis, il y a une autre chose importante pour vous qui s'est passée le 11 décembre 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Corinne Touzet. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Corinne Touzet. Nous parlerons tout à l'heure du Festival d'Avignon et de ces brèves histoires du XXe siècle qui, à mon avis, ne sera pas brève dans les représentations. Et puis, il y a une date importante, le 11 décembre 2002. C'est la diffusion d'un téléfilm, Demain Paula, qui est votre premier téléfilm comme productrice. Ah oui, ça c'est le plus important de tous, le premier, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, parce que l'histoire, elle est hors norme pour la télévision de l'époque, puisque j'incarne une femme qui est dans la rue, qui est SDF. Donc j'étais au top de la femme d'honneur à cette époque-là et personne ne m'attendait dans un personnage aussi perdu. Et c'est un magnifique scénario et on a fait un carton. On a fait plus de 8,5 millions de téléspectateurs sur France 2, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Et donc j'avais cette audience incroyable sur TF1 et du coup voilà, ça m'a donné cette chance inouïe de pouvoir après en faire d'autres. Oui, Paula, il a été important parce qu'en plus, on l'a tourné avec très peu de moyens. Donc, il a une âme, ce téléfilm. C'est quoi? C'est 2002. Oui, c'est ça. Donc, diffusion c'est ça. 11 décembre. Oui. J'ai créé ma société en 2000. Mais je suis très superstitieuse, donc j'ai attendu que ce soit l'an 2000 pour créer ma société de production. Et pourquoi, alors que vous menez une carrière de comédienne et vous n'arrêtez pas, pourquoi devenir productrice? Alors, en fait, ce qui m'a... Moi, c'est mon caractère de cochon, c'est qu'après avoir essayé pendant des années de vendre des histoires à mes propres producteurs et qui me disent oui Corinne c'est une bonne idée, mais bien sûr Corinne c'est une bonne idée, mais oui pourquoi pas Corinne, puis que ça ne se fasse jamais. Je voyais les années passer et tout en ayant été très heureuse de faire ce que je faisais, vu le succès que nous avions, j'ai décidé de faire ça en parallèle. Voilà, pour proposer des personnages différents, tout simplement. Parce que vous aviez plein d'idées, vous aviez envie de tourner d'autres rôles. C'est Absolument. rare les comédiennes qui ont plein de sujets. Ah oui, j'en ai plein la tête, moi. Vous pouvez m'appeler si vous avez... Et ça vient comment? C'est une observation de la vie? Alors oui, je suis quelqu'un qui... Alors je parle à tout le monde, je suis un peu pipelette d'ailleurs, vous l'aurez remarqué. Et donc je m'assois à une terrasse de café, je parle aux gens, les gens m'abordent dans la rue quand ils me reconnaissent. Je suis curieuse de tout, j'adore voyager et j'aime bien que les gens me racontent souvent
me font des confidences. Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'écrivent pour me raconter leur vie. Ça fait des années que ça dure, ça. Et je réponds systématiquement. Des fois, je prends quelques mois, mais je réponds. Et il y a des gens qui me confient leur malheur. Il y a des gens qui ont été très malades, des gens qui ont guéri. Bon. Et je pense que c'est tous les acteurs de télévision à qui ça arrive, parce qu'on rentre chez eux, on est proche des gens. Mais en dehors de ça, oui, j'imprime. Puis alors, quelquefois, il me vient une idée en rencontrant quelqu'un, et puis je me mets à fabriquer une histoire. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est on part sur une rencontre comme ça, ou un événement qui nous est arrivé. Je fais ça souvent avec des gens de ma famille. Et boum, j'ai dit, viens, on cherche la suite. Et j'adore ça. J'adore ça. Et donc, des idées, j'en ai souvent. Oui, mais en même temps, faire la production, c'est prendre un risque. Oui, alors c'est épuisant, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste on sort un film, hein. Ouais. C'est des réunions sans fin, c'est chercher le financement, c'est essayer de convaincre. Le plus dur, je trouve, c'est pour ça que j'ai mis en stand-by et que je fais du théâtre, parce que c'est très jouissif. Le théâtre, c'est immédiat. C'est que c'est aujourd'hui, c'est très difficile de convaincre les chaînes de se lancer dans une nouvelle aventure. Moi, avant, je prenais mon téléphone, je racontais l'histoire, et enfin, vous avez connu cette époque merveilleuse. Et Paula, je l'ai vendue à Laurence Bachmann. Ça a duré 10 minutes. C'est-à-dire que je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, mais c'est génial. C'est une femme aux commandes de directeur des programmes de France Télévisions à l'époque. Et c'est une femme productrice, hein, donc avec qui j'avais tourné. Elle m'a fait confiance et elle a eu raison. Maintenant, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, Vous avez remarqué ? Oui, c'est l'enfer. Voilà. Les portes s'ouvrent parfois et pas toujours. Non, c'est très compliqué. Il faut convaincre maintenant énormément de personnes. Il faut, ça va, c'est bon. J'ai passé l'âge. Oui, vous avez quand même produit 11 films, je crois, 11 téléfilms. Oui, donc je suis très fière. Je les aime tous. Il y en a, c'est La vie au grand air. C'est vous qui l'avez produit? Ah oui, avec Malavoie, c'était génial, j'ai adoré. Alors ça, c'est là, je me suis fait plaisir parce que je suis amoureuse de la Bretagne, où je suis beaucoup allée, c'était l'idée de toujours ce besoin que j'ai de ces femmes qui vont au combat comme ça. C'est une femme qui est ostréiculteur. Les huîtres étant ma passion, n'est-ce pas, Pierre, qui est en face de moi, qui est mon attaché de presse, qui le sait. Et surtout la Bretagne. Et donc, on a tourné sur l'île de Groix. Et donc, cette femme, un agent immobilier, on va dire, quelqu'un qui est dans l'immobilier, arrive... C'était Christophe Malavoie, c'était pas n'importe qui, mais veut lui racheter son entreprise pour construire à la place un complexe immobilier. Bon. Et j'aime bien ces histoires de Don Quichotte, vous savez, avec l'âne et le cheval. Donc elle s'accroche à son entreprise et elle a un caractère de cochon. Donc j'adore les personnages qui ont des caractères de cochon. Et finalement, évidemment, hein, il faut, quand on a un bel homme comme ça dans ses bras, à un moment donné, on cracouille. Mais elle se laisse pas faire. Ah non, j'ai adoré. On a passé un très beau moment là-bas. Il faut savoir que La vie au grand air, c'est aussi le titre du premier magazine sportif de l'histoire. qui est sorti le 1er avril 1898, qui a été bimensuel hebdomadaire et qui s'est arrêté à la guerre de 14. C'est drôle, hein? Oui. C'était un passionné de cyclisme qui avait lancé ce journal. Alors ça veut dire aussi qu'il faut engager des scénaristes, engager des réalisateurs, et puis avoir un œil, surtout un œil le casting d'écriture. aussi, je faisais le casting, j'engageais les acteurs, oui. Et ça, c'est un immense travail. C'est du boulot. Chaque film, c'est plus de 2 ans, pratiquement, à chaque fois, oui. Et il faut connaître les ficelles de la production, et il ne faut pas se tromper. Et je sais qu'il y a une série qui s'appelait Interpol, il y a eu 6 épisodes, et vous, connaissant bien les ficelles, vous avez arrêté. Alors moi, j'ai aucun problème à parler de ça, parce qu'il a tout et n'importe quoi a été écrit sur ce départ. En fait, je sortais de 15 ans de Femme d'honneur, qui était vraiment un programme où on s'est éclaté, parfait, il n'y a rien à changer, où tout roule. Et je pars pour faire des choses différentes. Et 6 mois plus tard, on me propose un autre flic. Alors, génial, on me vend, mais c'était mon rêve, on me vend, tu vas voyager dans le monde entier, c'était formidable. J'étais ravie, je vais tourner dans tous les pays du monde, Interpol, etc. Et en fait, on passait 2 jours dans un pays et on passait 3 mois en studio, enfermés dans un studio. Donc, je n'ai rien contre ce programme qui était remarquablement produit, je n'ai absolument rien à voir avec la production de cette série. C'était beau, c'était super bien filmé par un mec qui a un talent fou, qui n'arrête pas d'ailleurs depuis. C'était sa première série. Simplement, j'ai dit, remplacez-moi. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que je peux pas passer d'un flic à un autre comme ça et que ça dure encore des années. Je préfère partir avant. Et donc, en fait,
ça a été très mal interprété, très, très mal pris, et j'en ai pris plein la tronche, alors que j'avais été super honnête. Et voilà, je regrette parce que voilà, c'est 6 épisodes formidables. J'ai rien à dire, simplement j'avais besoin d'air, mais ils n'ont pas compris. Écoutez, en tout cas, on a rétabli la vérité. Et c'est vrai qu'à la vie comme à l'écran, vous êtes une femme d'honneur. Car on est obligé de parler des 37 Et épisodes. Tambour du Bronx, on ne peut pas ne pas y passer. Voilà. En parler. Et c'est vrai que ça a été un immense succès. Ah oui. 12 millions de téléspectateurs. Ah oui. Mais vous attendiez à ça? Pas du tout. Comment voulez-vous qu'on s'attende à ça? Je savais même pas que ça existait, ce genre de score. Déjà, je savais pas qu'il y avait des scores. Je savais pas qu'il y avait des appareils pour mesurer les scores. Non plus, je connaissais rien, moi, de ce monde-là. Du tout. Quand on vous a dit au premier épisode, 12 millions de personnes. Vous savez qui est-ce qui m'a dit? Non. C'est Michel Drucker. Je venais d'accoucher. Il m'a appelé, il était 9h25, parce que les chiffres, ils tombent à 9h10. Ouais. Le temps que tout le monde s'appelle pour dire « Ah, c'est super, ah, c'est génial, un machin, nanana ». TF1 n'a pas eu le temps de m'appeler, c'est Michel Drucker qui m'a appelé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Parce que ça, c'est un ami. Hein. La première phrase qu'il m'a dit, que je n'oublierai jamais, c'est « Assieds-toi ». Voilà. Et j'en profite pour donner de bonnes nouvelles de Michel Drucker. J'ai eu au téléphone la semaine dernière. Il va beaucoup mieux. Il s'est remis de cette opération et il va reprendre en septembre. Le 3 septembre, dimanche. Et il est en pleine forme. Absolument. Il a souffert. Hein. Il a souffert. Oh là là, oui. Il a souffert pendant des mois et il a la voix intacte et le sourire intact. Alors, il se trouve aussi que cette femme d'honneur, d'ailleurs, vous avez tourné avec Michel Drucker dans la chaîne, je crois. Oui. Hein? Ah oui, j'avais oublié cette série aussi, avec Florent Pagny. Voilà. Oui. Et il se trouve que on a du mal à expliquer le succès d'une femme d'honneur. D'abord, c'était aussi novateur à la télévision. Oui, à un moment, je l'explique très bien. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je pense pas me tromper en disant que les Français sont beaucoup plus proches de leurs gendarmes ruraux, on va dire, que de leurs policiers dans les villes, parce que dans les villes, on a un rapport très différent avec la police nationale. Les gendarmes, il n'y avait aucune série sur les gendarmes, ça a été la première, depuis il y en a eu pléthore, et c'était des histoires qui se passaient toujours à la campagne, dans des endroits magnifiques. On a tourné en Bourgogne, ensuite on a tourné dans le Vaucluse, et puis on a tourné dans les Alpes-Maritimes, donc on a eu des décors absolument incroyables, et des histoires pratiquement vraies à chaque fois. Un petit peu romancées, mais pratiquement vraies. Et ce scénariste, c'est vous qui allez me trouver son nom, parce que non, directeur de collection, qui est un monsieur qui avait un talent fou. Pardon, je suis désolée. C'est quelqu'un c'est vraiment lui qui a initié cette série et qui écrivait merveilleusement bien. Oui, et il y a eu, parce qu'effectivement, une série, c'est quelqu'un qui a écrit. Oui, absolument. Alors, il se trouve qu'il y a une seule personne avec qui vous n'avez pas tourné, alors que vous avez tourné avec des grands comédiens, et c'est votre regret, je crois, c'est Robert Redford. Oui, mais alors là, j'ai pas le niveau, là. Alors, j'aurais peut-être le niveau, faut arrêter de se déprécier, mais oui. Vous l'avez rencontré? Mais oui. Je l'ai rencontré parce que je connais sa carrière par cœur, parce que j'ai vu tous ses films 42 fois, parce que je suis une midinette, même là, avec ses 85 ans et ses rides partout, je trouve qu'il a un charme fou. J'ai revu, tiens, ce week-end, c'est drôle, par hasard, je l'ai pris en cours de route, ce film où il voyage en solitaire sur un bateau, vous savez, pendant tout le tournage, il est sur ce bateau tout seul. C'est magnifique, ce qu'il fait, c'est une vraie prouesse d'acteur, quoi. Donc c'est un mec, en dehors du magnifique homme qu'il était dans l'Arnaque, parce que c'est là où mon grand amour a démarré de midinette, a été un personnage engagé politiquement, culturellement. Il a fondé ce festival absolument remarquable qui est Sundance, qui perdure d'ailleurs. Et puis, il vit dans ces montagnes avec ses chevaux, et ça me va très bien. Moi, je me vois très bien finir comme ça me va très bien. Et il est venu à Paris en 56 comme étudiant, il voyageait un peu comme et vous. Il parle français, oui. Oui, Sakodo. Seulement, il s'est retrouvé dans une manifestation pour l'intégration de la Hongrie dans l'Union soviétique. Il a fini en prison. Donc, il a eu garde à vue, alors qu'il comprenait rien à ce qui se passait. Et ça s'est arrangé ensuite. Et puis, alors, il y a une chose qu'on ne sait pas assez sur vous, Corinne Touzé, c'est tout à votre honneur, à la femme d'honneur, c'est votre implication dans plein d'associations, le mécénat cardiaque, le printemps des animaux, la rénovation du zoo de Vincennes, c'est très important pour vous. Ah oui, je suis marraine avec Smaïn de la rénovation, de l'ouverture du nouveau zoo de Vincennes, qui est un programme absolument magnifique, et je vous engage à revisiter si vous ne l'avez pas déjà fait. Le zoo de Vincennes qui est né en 1931 pour l'exposition. Oui, mais en plus moi j'étais petite, ma grand-mère était à Vincennes, donc moi j'ai vu ce rocher pendant toute ma petite enfance.
Oui, c'est important. Je peux pas vivre sans animal à la maison. Pour moi, quand je vais chez des gens, des copains, des amis, et qu'il n'y a pas un petit truc à poil là, qui se prépare, qui se promène quelque part, je trouve ça bizarre. Et puis j'ai besoin de les aider, de les protéger, de les sauver pour certains. Donc voilà, on est plusieurs. Virginie Lemoine en est une autre. Et on s'est rencontrés là-dessus aussi. Et j'ai d'ailleurs, c'est intéressant je rebondis 2 secondes sur le spectacle parce que j'ai pris dans le livre de Patrick Ourednik, donc une brève histoire du XXe siècle, un passage qui n'était pas prévu sur la défense des animaux. Et je suis contente que Virginie m'ait promis ait accepté qu'il fasse partie du spectacle. Ouais, ce spectacle, justement, vous faites parfaitement l'enchaînement. On va l'évoquer avec une autre date, le 7 juillet 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Corinne Touzé. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Corinne Touzé, on a parlé de vos débuts, de tous vos succès de la télévision, et puis une nouvelle aventure, parce que vous aimez les aventures. 7 juillet 2023, au Chien qui fume à Avignon, pendant le Festival d'Avignon, une pièce qui s'appelle Europeana, une brève histoire du XXe siècle, et en 70 minutes, vous allez quand même raconter le siècle avec un petit carnet orange comme décor. Bravo. Oui, c'est une femme qu'on surprend chez elle, qui se réveille brutalement parce qu'elle a oublié d'éteindre la radio et d'un seul coup, il y a ainsi parlait Zarathustra qui fait pom 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 comme ça, donc ça démarre comme ça. Et elle a ce petit carnet orange qu'elle commence à lire. Elle est en train d'écrire ou un roman ou l'histoire du XXe siècle. Je vais pas tout dévoiler. Et puis on va la suivre comme ça tout au fil de cette journée jusqu'à la fin. Et elle va démarrer par l'exposition universelle. Et on va finir au bug du millénium en passant par le voyage sur la Lune, par les 2 guerres mondiales, la Shoah, la montée du nazisme, etc. Mais avec Virginie Lemoine à la mise en scène, c'est-à-dire quelque chose de très abordable pour tout le monde. C'est pas du tout une leçon d'histoire, au contraire, c'est quelque chose qui se veut. Il y a des images, il y a un vidéoprojecteur avec des images. C'est une femme ordinaire, elle y tient beaucoup et elle a raison, Virginie, c'est-à-dire qu'on veut s'adresser à tout le monde. J'ai envie de parler aussi aux gamins. Je pense que c'est un spectacle qui fera beaucoup de bien aux profs d'histoire qui en peuvent plus d'essayer de leur expliquer des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre parce que, en fait, c'est très bien écrit. C'est un auteur tchèque qui s'appelle Patrick Ourednik. C'est un livre qui a été traduit dans 26 langues, qui a fait le tour du monde, que j'ai découvert grâce au directeur de la Huchette. C'est vous qui allez me trouver son nom parce que je vais pas le retrouver maintenant. Franck Desmet, parce que je suis fatiguée. Et ce projet était pour lui et nous étions au Lucernaire tous les deux. Nous jouions chacun dans 2 spectacles différents et un jour dans les coulisses, il me dit lis ça. Et c'est un ovni. C'est un ovni, c'est une adaptation de Jade Lanza. Elle a pris ce bouquin qui fait 150 pages, écrit tout petit, il y a tout le siècle qui est raconté en détail, etc. J'ai 250 dates dans la tête, mais en même temps, alors, l'intérêt, c'est toutes les résonances qui avec le siècle que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire avec la guerre en Ukraine qui est à côté, avec Elon Musk qui veut envoyer des fusées, des gens vivent sur Mars, enfin bon, avec la montée des extrêmes, ça j'y tiens beaucoup, donc on en parle, avec l'écologie, avec la planète qui fout le camp, etc. Mais aussi des choses très très ludiques comme les premières scènes érotiques au cinéma et le rectangle blanc, et cette femme qui essaye de comprendre ce qu'elle est en train de vivre et qui s'en amuse quelquefois et d'autres fois c'est très sérieux parce que l'auteur est très ironique par moments sur certains pans de l'histoire, donc je m'amuse aussi avec ça. Oui, mais en même temps, comment choisir des événements qui sont voilà. Ça, le secret. Ça a été très compliqué. On a beaucoup travaillé, on a récupéré même des moments où j'avais envie de parler de mai 68. Il y a tout un passage sur mai 68 qui est formidablement résonnant aussi. Il y a la contraception, la découverte de la contraception. Il y a la découverte des premiers vaccins, justement, faire un rappel avec le Covid, donc la vaccination obligatoire, toutes ces choses et puis surtout il y a ces fulgurances, c'est-à-dire qu'en relisant tout ça, en travaillant tout ça avec Virginie Lemoine, on s'est dit mais ce siècle il a été à une vitesse. Quand vous partez de l'exposition universelle, vous arrivez à l'invention de l'électricité.
Ne serait-ce que ça. Les premiers lave-linge. Quand j'ai dit lave-linge, je décortique. Lave-linge. Et le réfrigérateur. Mais c'est un truc de fou. Les essoreuses. Et les premiers postes de télévision. C'est des inventions qui ont changé nos vies, qui ont changé le monde. Mais quand les premiers réfrigérateurs sont arrivés à la foire de Paris venant des États-Unis, les gens étaient sidérés. Oui. Disant, ça existe, on ne Oui. pensait pas que ça existe. Aujourd'hui, ça fait partie du Oui. quotidien. Et les premiers postes de télévision, Oui. il y avait, je crois, 800 postes en 1950. Oui. Et c'était pas possible. Et d'ailleurs, Ouretnik dit dans son livre que les gens avaient peur de l'électricité. Ils avaient peur dans les campagnes, les gens s'éclairaient à la chandelle et se chauffaient au charbon ou au bois. Donc, je trouve formidable de raconter ça à des gamins. J'ai envie de raconter ça à des gamins, quoi. Bah, surtout qu'ils savent plus grand-chose. Moi, j'ai vu quelqu'un il y a pas longtemps, 17 ans, qui me dit est-ce que De Gaulle est encore vivant? Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais remarquez, il y a quelques années, je me souviens d'une dame aussi qui m'avait dit, on avait parlé de Serge Gianni, et pour elle, c'était une nouvelle marque de pâtes. Ah oui. Donc, Ah oui. finalement, le monde n'a pas tellement changé. Oui, d'accord. Bon, ben voilà. Donc j'ai bien fait de faire ce spectacle. Alors, ce spectacle, Corinne Touzé, ça correspond aussi à votre caractère et à vos colères. Oui, oui, c'est vrai. Je suis une femme en colère. Je mourrai en colère d'ailleurs, mais j'y tiens beaucoup. Je crois que ça me maintient en vie et ça me maintient dans l'énergie et l'envie de faire. Donc j'ai envie de faire, j'ai envie d'expliquer, j'ai envie de partager mes colères et c'est vrai que le monde dans lequel je vis ne me plaît pas, ne me satisfait pas. Je suis partie en Italie il y a peu de temps. J'ai passé mes journées à photographier le plastique qui jonchait les plages, les rues, les trottoirs. J'étais en Sicile et je rencontre des gens, comme d'habitude, je parle à tout le monde et ils ne me connaissent pas, donc rien à voir. Et on s'assoit et j'ai dit, mais vous êtes sur une île, une des plus belles îles au monde, la Sicile. Et ce monsieur me dit en italien, mais les Siciliens, c'est comme ça. Ils se rendent pas compte qu'ils sont dans un paradis. Ils s'en rendent pas compte, donc ils le pourrissent. Mais je dis, pourquoi vous faites rien? Moi, je passais mon temps à ramasser le plastique, à le mettre dans les containers. Bon, ça, je vais pas tous vous les faire parce qu'on est là jusqu'à demain, mais oui, je suis en colère et c'est important qu'on parle aussi dans ce spectacle de tous ces animaux qui ont disparu, qu'on ne reverra plus, de toutes ces espèces qui sont en voie d'extermination. Mais tout le monde s'en fout. Donc, si j'ai servi, ne serait-ce qu'à quelques pierres, à faire passer certains messages à certaines personnes, je serais fière. Et de toute façon, il faut toujours essayer. Il faut essayer. Il faut toujours essayer. Et de toute façon, quand vous voyez la jeune génération, vous êtes plutôt pleine d'espoir. Moi, je Oui. vois aussi les lycéens Tout à aujourd'hui fait. ramasser les déchets dans la rue. Oui. Et sur les plages aussi, en France, oui, oui. En Bretagne, dans le Midi, il y a des jeunes par bande entière, même sans leurs professeurs, hein, qui viennent avec leurs pics, leurs sacs et qui ramassent. Et c'est important. Ce qui est triste, c'est que ce soit des jeunes qui soient obligés de faire ça. Je vous dis franchement, moi je jette la pierre à personne parce que la génération de mes parents, moi mon papa, paix à son âme, m'a dit, quand je parlais du tri des poubelles, mon père m'a dit, je m'en fous, de toute façon je serais partie. Et je suis rentrée dans une colère noire ce jour-là parce qu'il avait une petite fille, donc ma fille, et je lui ai dit, donc c'est le monde que tu veux laisser à ta petite fille. Donc, oh mais bon, ouais, donc c'était pas important pour les gens des années, on va dire 50, c'était pas important, quoi. Alors que, en fait, nous, là, on est assis sur une planète qui est la résultante de ces 150 dernières années, quoi. Oui, Tout simplement. et moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, un petit garçon de 7 ans et demi qui, dans la rue, s'amusait à ramasser des déchets en disant « je sauve la planète Ah, c'est ». bien. C'est encourageant. Non, mais il y a des jeunes formidables, j'en rencontre plein tous les jours. Et les jeunes qui lisent, avec qui on parle de bouquins, de littérature, de théâtre. Au théâtre, il y a toujours des jeunes qui m'attendent, avec qui on peut discuter. Quand j'ai joué dans la journée particulière de Scola, j'ai beaucoup discuté avec les scolaires sur le fascisme en Italie, sur tout ça. Les jeunes se demandaient, vous voyez, à l'époque c'était Mastroianni, donc pourquoi cet homosexuel était arrêté à la fin? Pourquoi? Les jeunes ne savent pas ça. Ce sont des choses qu'ils ne savent pas. Et dans le spectacle Une brève histoire du XXe siècle, j'en parle. Les homos étaient dans les camps, comme les juifs. On va beaucoup parler des juifs, mais il y avait beaucoup d'homosexuels. Ils avaient une étoile rose. Et les juifs, une étoile jaune. Et les prisonniers politiques, une étoile rouge. Et les éléments asociaux, une étoile noire. Et on en est arrivé, c'est-à-dire que, enfin, c'est du délire. Mais on y va, là, hein. Si personne ne fait rien, on y retourne. Donc, moi, je suis en colère. Vous me parlez de mes colères, mais je peux parler jusqu'à demain, hein, Jacques. Me lâchez pas là-dessus, parce que ça va être un monologue. Mais ce spectacle, pour vous, c'est un devoir, finalement. Oui, c'est un devoir. C'est un devoir de transmission.
absolument. Et un devoir quand même avec de l'espoir. Oui, il y a plein de choses formidables. Il y a plein de moments où je pense que on va tous, moi je me reconnais même aussi pas mal. Ça parle des rapports hommes-femmes. J'adore parler de ça. Ça me fait marrer. Et puis il y a cette folie de Virginie. Alors elle fait de la promo ici pour son autre spectacle. Je crois que vous allez la voir bientôt. Et elle dit, on est aussi folles l'une que l'autre. Et c'est vrai, on est aussi folles l'une que l'autre. Et donc on s'est croisés pendant 15 ans et là on se retrouve ensemble et on a hâte. On est là mon souhait c'est d'avoir des gens dans la salle parce que je n'ai joué que seule quoi. C'est horrible. Vous savez les filages, je sais pas si vous connaissez, c'est terrible. J'ai le cœur qui bat à 1000. Je suis dans un état de stress pas possible. J'ai qu'une envie, c'est d'être là à Avignon. Donc c'est tous les jours à 15h. Hein. Au chien qui fume tous les jours à 15h. Absolument. En plus, Avignon, c'est une aventure. Il y a plein de spectacles. Il y en a de plus en plus. Comment on fait? Alors cette année, il y en a moins qu'avant. C'est chouette. Il y en a que 1500 au lieu de 1800, mais on a quand même 1500. Et on tracte. Moi, je tracte. On fait des radios locales. On fait de la promo comme on peut. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Hein. Avignon, c'est beaucoup le bouche à oreille. C'est-à-dire, les gens se parlent d'une terrasse de café à un restaurant. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Ah bah j'ai vu ça. Ah bah tiens, ça parle de quoi? Boum, c'est parti. Voilà, ça se passe comme ça. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup trop nombreux, c'est vrai. Oui, mais en même temps, vous avez déjà fait des spectacles à Avignon, vous avez poursuivi, et Avignon, c'est le point de départ pour ce spectacle. Oui, alors c'est le point de départ parce que je suis entrepreneur. C'est-à-dire, comme je produis mes spectacles, si j'étais que comédienne, ce serait peut-être pas le point de départ. Mais pour un entrepreneur de spectacle, il faut que j'aille jouer à Avignon pour être vu par tous les programmateurs de France et de Navarre. C'est comme ça qu'on se retrouve à jouer en Belgique, voire même en Israël. Il y a un festival de théâtre formidable en Israël, à San Francisco, il y a un festival de théâtre français à San Francisco. En fait, les programmateurs viennent à Avignon pour faire leur marché, tout simplement. Et nous, producteurs de spectacles, on est là pour les rencontrer. Il s'avère que je joue dans ce spectacle, mais je pourrais aussi produire des spectacles dans lesquels je ne joue pas. Hein. Mais je trouve que c'est une plateforme très importante. Malheureusement, j'aimerais, et je lance ce message à tous mes partenaires à qui j'en ai déjà parlé, il devrait y avoir 2 autres spectacles ou un autre festival de théâtre en France. Et c'est très bien qu'il y ait de l'émulation et de la concurrence, qu'il n'y en ait pas qu'un, parce que sur 3 semaines, il peut pas y avoir de la place pour tout le monde. Il faudrait au moins un autre festival de théâtre en France. Et Jean Vilar n'imaginait absolument pas, quand il a créé Avignon, que ce serait un tel succès. Bien entendu. Alors ça veut dire aussi que ce spectacle, il aura de l'avenir, parce que... Oui, j'espère, de tout mon cœur, oui. Et le théâtre, ça fait 15 ans que vous y êtes revenu. Oui. Alors qu'il y avait la télé, et finalement vous êtes de plus en plus heureuse au théâtre. Oui, alors je peux faire les deux sans problème, comme font tous mes partenaires. La différence, c'est que comme je produis mes spectacles, ça prend du temps entre chercher le financement, faire les adaptations, faire les distributions, mais néanmoins c'est possible de faire les deux. Sauf que quand un spectacle cartonne, les tournées sont importantes. Donc il peut arriver qu'on fasse 50, 100 dates. Là, sur une année, ça fait beaucoup de travail. Mais c'est de plus en plus rare parce qu'on est beaucoup maintenant à se partager le camembert et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais moi, mon rêve, c'est que ce spectacle se joue le plus possible en province. J'adore aller en province à la rencontre des gens. Et dans les lycées, je pense que c'est très important qu'on puisse le faire. J'ai passé le mot au tourneur qui est ravi parce qu'il m'a dit il y a plein d'acteurs qui veulent pas faire les scolaires. J'ai dit moi ça m'intéresse beaucoup, qui est même à la limite une rencontre après avec les professeurs, c'est passionnant. Et puis reprendre à Paris, je rêverais de reprendre à Paris, oui. Un spectacle où vous êtes seul en scène pour un directeur, c'est pas béni, surtout avec vous. J'espère, écoutez, j'espère. Je n'ai aucune inquiétude. Avec en tout plaisir. cas, celles et ceux qui sont à Avignon, et ils seront nombreux, je leur recommande d'aller voir ce spectacle en 1h10, en 1h20, une brève histoire du XXe siècle, qui est déjà une performance pour l'île d'Ercor. C'est au chien qui fume à 15h. Oui. Et puis continuez ainsi, Corinne Touzet, ne lâchez surtout rien. Merci. On a besoin de vous et le théâtre et le cinéma ont besoin de vous. Merci beaucoup, merci de cet accueil, merci. Merci Corinne Touzet, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.